On passe à la communication suivante. Donc c'était au sujet d'un cas d'occlusion de branche veineuse. Donc c'est en fait une patiente qui a été adressée pour prendre en charge une occlusion de branche veineuse de deuxième ordre. Voilà. Donc cette patiente avait eu plusieurs injections, donc l'OCT correspondant. Donc la patiente avait été vue par mon associé qui avait fait des injections intravitréennes pour traiter son occlusion de branche. Et donc il avait fait une angiographie, mais on n'avait pas vu qu'il y avait une fossette associée. Et donc malgré la persistance de l'œdème, il l'a orienté vers nous pour le traitement de sa fossette. Donc on avait fait une vitrectomie. Et là, nous, en fait, on avait réalisé un pelage de la limitante avec un flap que l'on positionne au niveau de la fossette et que l'on stabilise avec un peu de viscoélastique. Donc voilà, on essaie de reprendre le flap en essayant d'éviter d'ouvrir le kyste central, et après on stabilise le lambeau de limitante sur la papille. En fait, comme on en parlait tout à l'heure avec la décaline, avec le viscoélastique, on a à peu près le même comportement, c'est-à-dire que quand vous tassez du viscoélastique sur la papille ou au pôle postérieur, vous pouvez après, avec une simple back flush, manipuler votre limitante pour bien regrouper les lambeaux juste au centre de la papille. Bon, on a fait un peu de coagulation en bord de papille, bon, c'est très discuté ça, et donc après tamponnement par gaz SF6, on a une régression complète et une restauration du profil à 4 mois. Merci, c'est un très beau cas clinique. Est-ce que par hasard tu aurais une OCT d'une nerf optique de ce cas-là pour voir comment se comporte le flap que tu as fait sur la fossette? Oui, je vais te remontrer. Il faut juste que j'avance. Quand tu fais défiler, je peux pas faire. Ah oui, je peux pas avancer juste. En fait, oui, donc on voit sur l'OCT final, on voit le flap qui vient juste s'interposer au niveau de la fossette. Il faut laisser passer la vidéo. Ah oui, il faut repasser toute la vidéo. Bon, donc, en tout cas, à l'OCT, on voit bien qu'il y a un flap de limitante qui vient s'interposer sur la fossette et qui en fait permet en fait la guérison. En fait, le traitement de ces fossettes, c'est de toucher la fossette avec ce qu'on peut. Il y en a qui mettent de la limitante, il y en a qui mettent de la membrane amniotique, il y en a qui mettent de la sclère, il y en a même qui ont mis du bouchon méatique. Voilà. On enchaîne sur le deuxième cas. Donc là, c'est un cas d'œdème maculaire diabétique. Donc c'est un patient qui avait été pris en charge pour une rétinopathie diabétique proliférante. On lui avait fait, avec une acuité visuelle initiale à 3/10, vous voyez l'OCT. C'était strictement unilatéral, donc on lui avait fait une coagulation en urgence, vu l'aspect. Donc on lui avait fait toute la PPR, et malgré la PPR, on voit que la rétine continue à se rétracter, avec un début de BR tractionnel maculaire. Donc on y va, vous voyez que la PPR est assez dense, malgré ça, il décolle au niveau du pôle postérieur. Donc on sait souvent, pour les diabétiques de vitréalès, là il n'était pas dilué, mais je le dilue de plus en plus pour vraiment avoir juste une petite teinte pour bien visualiser le pôle postérieur et en fait lever toutes les tractions et disséquer la hyaloïde postérieure. Souvent en bimanuel, en prenant soit une vitréotome et une pince, soit des ciseaux et une pince. Et donc on lève un peu les tractions. On termine donc à la fin du pelage, on va compléter la vitrectomie périphérique en indentant. Et au final, pour ce patient, on avait juste mis un tamponnement par SF6. Et on voit à 3 mois un début de récupération, et au 5e mois, le patient avait récupéré 7/10. On voit que la rétine est bien déstructurée, mais il arrive à avoir 7/10. Et du coup, j'ai une question là. Est-ce que c'est toi qui avais fait la PPR ou c'était le patient qui était adressé?
Non, le patient avait zéro, il n'y avait aucun impact de laser. Donc on a fait la PPR en urgence. En fait, au fur et à mesure qu'on faisait la PPR, on voyait la hyaloïde qui se contractait et en fait il était en train de fibroser sa pupille. Est-ce que tu ne penses pas du coup que maintenant, là toi, est-ce que tu serais plus après le congrès en te disant peut-être que j'aurais dû l'opérer, Maintenant, en fait, avec le recul, on voit que ces patients-là qui arrivent avec une floride ou une proliférante, on sait où on va, on sait que le laser, il faut le faire. C'est vraiment temporiser. Le laser ne fait que temporiser et d'aggraver les choses. C'est vrai que maintenant, on y va plus rapidement. Vers la vitrectomie, la dissection et la PPR dans la foulée. Personnellement, je suis très opposé en fait à la PPR directe. C'est quelque chose que je déconseille vivement. Avec Pierre-Olivier, en général, ces cas-là, on les prend toujours en charge de la même manière. C'est-à-dire que les patients qui arrivent comme ça, on les voit en angio, on leur fait une injection d'anti-VEGF quelconque, et après on les opère le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, la PPR va toujours aggraver la situation. Tout à fait. Non, mais... Et surtout, toutes les études nous montrent d'abord traiter l'œdème. Quand c'est pas une proliférante, tu traites d'abord l'œdème. Tu fais un diffère laser au moins 6 mois après ton débuté d'anti-VEGF, et je pense qu'il faut appliquer la même chose à la chirurgie. Le risque de décaler la PPR, c'est quand même de perdre le patient de vue, et dans ce cas-là, ça peut être dramatique. Oui, tout à fait, parce que des fois, il y a cette possibilité-là que, suite à une séance de laser bien dense, le patient sort de la salle et des fois, on ne le revoit plus jamais. Et même à l'inverse, le risque de faire la PPR 6 mois après, c'est quand même de perdre le patient de vue après sa chirurgie. Oui, aussi, c'est vrai. Ça, c'est la gestion de la cérébropathie diabétique. Ça, tu peux rien. Et Mounir, qu'est-ce qui exclut de faire tout chirurgicalement? Tu l'opères, tu fais la PPR en même temps, oui, non, mais... tu ne perds pas de vue. À vrai dire, j'ai eu un cas comme ça où j'ai été direct et en fait l'œil est parti en phtise. Ah ouais. Et quand je dis l'œil est parti en phtise, c'était un patient jeune avec une fleur. Tu ne comprends pas, tu l'as opéré proprement, tu as fait la PPR, toute la PPR, et en post-op il part en phtise. Donc du coup, j'essaie de faire un peu de laser, mais la chirurgie est programmée. Par exemple, je le vois aujourd'hui, je lui fais le laser la semaine prochaine et je l'opère la semaine suivante. Mais histoire d'avoir un... C'est vrai que ça facilite la chirurgie d'avoir une PPR préalable, parce que ça décolle, ça amorce le décollement de la hyaloïde. Mais par contre, juste, même si je ne fais pas la PPR, on lui fait quand même une IVT 48 heures avant parce que ça saigne beaucoup moins, on est beaucoup plus tranquille à gérer les hématomes au fur et à mesure qu'on dissèque. À l'inverse, moi ça me rappelle aussi un patient très jeune d'une vingtaine d'années à qui on avait fait l'IVT d'anti-VEGF. Bon, il n'est jamais revenu, on l'a revu 1 an après avec un DR en parapluie. C'est risqué aussi, quoi. Je sais qu'on n'y peut rien, mais t'as quand même mal au cœur quand t'as un mec de 20 ans qui a perdu son œil parce qu'il n'est pas revenu. Tu peux pas te dire que tu vas pas le faire parce qu'il va pas revenir le lendemain. Non, c'est ce que je dis, mais ça me rassure quand j'ai avancé sa PPR, fait son anti-VEGF et que je programme sa chef. Je me dis que même s'il ne revient pas, il a au moins de la PPR. Et ouais, mais c'est un paramètre c'est un paramètre d'automatique. Et sur ces patients jeunes, je pense qu'il y a, c'était justement, je ne sais plus, l'associé de Pierre-Olivier, c'est Alexandre, c'est ça. Je pense que les cas de phthise chez les jeunes, je pense c'est qu'on n'a pas fait la hyaloïdectomie antérieure. Si tu as une PVR avec une contraction de ta hyaloïde antérieure, tes corps ciliaires vont être attirés et du coup tu peux avoir un effet comme ça avec la fibrose des néovaisseaux qui peuvent des fois être à la périphérie qu'on voit bien en endoscopie. Je sais pas, ouais, je pense que tu as dû voir ça aussi, Loïc, ce sont des diabétiques, tu vois des néovaisseaux qui sont vraiment très, très antérieurs qu'on voit pas en dehors de l'endoscopie, et je pense que quand ces membranes elles se contractent, tu peux avoir cet aspect de phthise comme ça très aigu, et tâche chez les jeunes. Mais du coup, la rétraction de la vitréa antérieure chez un patient qui est fac, c'est difficile à faire, même en endoscopie. Ouais, c'était ma question, Alex. Souvent, quand c'est des jeunes, ils sont quand même, on essaye de préserver leur cristallin, sauf si vraiment on veut retirer toute la hyaloïde, auquel cas, dans un deuxième temps, on leur fait la cataracte. Moi, je fais vraiment combiner. La plupart peuvent être différentes, mais
Non, pas de préphtésie, là, on parle juste On de risque d'évolution vers une prolifération antérieure, pas une préphtésie qu'on doit prendre en charge. Et dans la salle, pour les rétinopathies diabétiques proliférantes, qui ne fait pas d'injection d'Avastin, par exemple, avant la chirurgie? Vous faites tous une injection d'anti-VEGF avant? Tous? Oui. Oui, parce que ça a changé. Alors, il y a peut-être des chirurgiens qui n'ont pas connu ça, mais quand on a fait les injections d'Avastin, les premières, et qu'on a opéré ces patients, ça a changé tout. Hein. La chirurgie était vachement plus facile. Ah, c'est à la communication suivante. Oui, donc pour rester dans le diabétique, un cas de décollement maculaire tractionnel, on disait qu'il fallait suivre ces patients de façon prolongée. Là, c'est le cas d'une patiente qui était suivie avec une acuité visuelle à 4/10 par INO6. Elle avait une rétinopathie diabétique compliquée d'une hémorragie. On lui avait fait sa PPR et sur une durée classique de 3 mois, donc rien de bien. Donc elle a eu sa PPR, une rétinopathie diabétique proliférante, qui a eu une PPR. Et on voit qu'initialement, on voyait ces cordages pré-rétiniens qui, au bout de 6 mois, se sont mis à se contracter et sa macula s'est décollée. Donc on est intervenu à ce moment-là pour relever les tractions. Donc on avait coupé les ponts dialoïdes postérieurs entre les différentes zones. Et on va, le cas est, donc on essaie de brouter les néovaisseaux fibrosés. Donc là, elle avait eu quand même une injection préalable. Et on voit la hyaloïde postérieure qui se détache de façon progressive. Et on coupe les ponts entre chaque bouquet néovasculaire. Souvent, quand on lève toutes ces tractions, on essaye de retirer le bouquet, mais quand c'est pas possible, on le laisse en place comme c'est le cas ici. À 4 mois, on voit qu'il persiste un peu de décollement séreux. En fait, ces décollements séreux se résorbent spontanément, sans aucun traitement. Ça prend plusieurs mois et en général, au bout de 4 à 6 mois, ça rentre dans l'ordre. Il faut surveiller, ne rien faire et surtout pas injecter. Question ? C'était parfait. Merci. Pas de question.